Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Je prends un peu la place de tous mes collègues. Je pense à Gilles Barré sur CFM Cordes, à David Lefébure sur CFM Villefranche, David Dumont sur CFM Rodez, Lisa Echen sur CFM Caylus, Jack Nguégan sur CFM Cordes, Marlise Bouisset sur CFM Laconne. Voilà tous ceux et celles que vous avez l'habitude d'entendre à midi dans votre mag local. Aujourd'hui, le mag va être régional pour un sujet dont vous avez peut-être un peu entendu parler depuis quelques jours. C'est cette fameuse coupe demandée par Bercy dans le projet de loi de finances, une coupe de 30% du budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Aujourd'hui, eh bien, ça demande des explications avec Hugues Devezin, le président de CFM Radio, qui a été aussi par le passé président du Conseil national des radios associatives et aussi dans d'autres instances décisionnaires dans le milieu de la radio associative. Hugues Devezin, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Est-ce que je peux vous demander quel a été votre état d'esprit quand vous avez appris cette suppression, ce coup de crayon mis sur 30% du budget du FSER ? Oui, cette amputation. C'est pas un coup de rabot, hein, c'est une véritable amputation. Je crois que j'ai été, comme tous nos collègues, bénévole, président de radio associative, extrêmement choqué par en fait la distance entre le discours du gouvernement qui nous a expliqué avant de lancer ce PLF, projet de loi de finances, qu'il allait taxer parmi la population les gens les plus riches. Il faut savoir que les radios associatives sont les médias les plus pauvres du paysage audiovisuel français. Choqué également par le caractère injuste de cette mesure, là où le gouvernement nous avait dit tout faire pour œuvrer dans la justice, et pour une raison simple, c'est que deux raisons. Quand vous regardez le budget du ministère de la Culture, 4 milliards, un seul de ces compartiments est demandé en baisse de la part de Bercy, c'est ce qu'on appelle la direction du développement des médias, la DGMIC, et qui pèse à peu près 750 millions d'euros. La baisse qui est demandée à ce ministère, c'est 12 millions. Et la baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est 10,5. C'est-à-dire que les radios associatives supportent 85% de l'effort budgétaire du ministère. C'est juste inconcevable. La deuxième chose, c'est que nous sommes un média dit d'intérêt général, voire même dans nos territoires de service public. Et quand on regarde le budget du service public, l'audiovisuel public global, la télé, les orchestres, etc., c'est 4 milliards. Il faut savoir que rien que la télé augmente de 7%. Où nous avons une baisse de 30%. Donc, injustice, mais également choqué par le fait qu'on attaque les territoires, nos territoires, ceux dans lesquels on a choisi de vivre et ceux pour lesquels nos radios sont faits. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque Bercy fait le choix d'augmenter dans un budget extrêmement contraint, le service public parisien. Il y a très peu de services publics. Alors, il y a France 3, et je les remercie d'être venus faire un reportage chez nous d'ailleurs, mais le gros de la dépense, c'est Paris. Donc, plus 7% pour le service public, et pour les médias de territoire, médias de proximité, médias locaux que nous sommes, moins 30%. On ne peut pas y voir autre chose que, là aussi, une autre injustice et une vision très parisienne, très Bercy du rabot budgétaire qui est en train d'être opéré. Il y avait un titrage d'un communiqué de presse de la Confédération nationale des radios associatives qui était « Qui veut la peau des radios associatives ?» Selon vous, qui veut la peau des radios associatives ? La bêtise. Essentiellement la bêtise, puisque depuis nos organisations représentatives ont rencontré Madame Rachida Dati, ministre de la Culture et de la Communication notamment, mais nous savons, y compris par nos amis dans les ministères et nos amis parlementaires que je salue et que je resaluerai tout à l'heure pour tous ceux qui nous en apportent et qui continuent de nous apporter leur soutien, nous savons qu'en fait, dans la précipitation, il fallait trouver des ressources. Alors on a vu une ligne, apparaît-il, à Bercy. Alors est-ce que c'est un accident, une volonté ? Là aussi, je reviendrai là-dessus parce que beaucoup de gens nous disent que c'est un accident. On peut aussi se poser la question de savoir si c'est pas une volonté. On le saura jamais. En tout cas, ça vient de Bercy, c'est fléché par Bercy. Ça n'est pas un choix du ministère de la Culture. Bercy l'a fait aussi pour d'autres ministères. Dire cette ligne-là, vous la réduisez. Donc il y a quelqu'un à Bercy qui a réduit de 30% le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Nous a-t-on dit, ne se doutant pas que ça toucherait autant de monde. Alors, j'espère effectivement
que les auditeurs et les auditrices ont entendu ce message, parce qu'on est rentré, toutes les radios associatives de France et de Navarre sont rentrées presque en guerre, hein, j'ai envie de dire, en tout cas en guerre de communication. C'est-à-dire qu'on a essayé... Non, ça s'appelle une lutte. Oui, voilà, une lutte sociale, une lutte culturelle. La guerre, vous l'avez ailleurs, aux portes de l'Europe, au Proche-Orient. On n'est pas en guerre. Soit en lutte, donc. Est-ce qu'on peut rappeler, Hugues de Vezin, l'histoire du fonctionnement des radios associatives, enfin pas du fonctionnement, mais en tout cas du fonds de soutien à l'expression radiophonique? Je crois que vous avez raison, et c'est très important. C'est très important parce que les citoyens, nos auditeurs, les politiques, les parlementaires doivent absolument comprendre ce mécanisme qui n'est pas un mécanisme d'aumône, qui n'est pas un mécanisme misérabiliste. En France, la France a une loi sur l'audiovisuel extrêmement particulière. Elle diffère de celle de l'Italie, des USA, de l'Angleterre, etc. Elle est assise sur la loi de 86 et sur le fait que les fréquences en France sont un bien public, au même titre que l'air que vous respirez, au même titre que l'eau que vous buvez, ou que les espaces sur lesquels vous évoluez sur la voie publique. Ça n'est pas le cas aux USA, ça n'est pas le cas en Angleterre. Les fréquences sont là des biens privés qui se vendent et s'échangent. Bien. Comme c'est un bien public, la loi a mis en place un certain nombre de dispositifs pour que les politiques, les individus, les citoyens accèdent à ce bien public. Et pour cela, elle a défini 3 types de médias audiovisuels. Le service public, que vous connaissez, Radio France, France Télévisions, des services privés, mais dans ces services privés, elle fait une distinction entre les services commerciaux qui vivent du bien public grâce à la publicité qu'elles peuvent faire, et puis des biens non commerciaux qui n'ont pas le droit de faire de publicité ou à concurrence d'exactement moins de 20% de leur chiffre d'affaires, et qui ont en plus des missions qui leur sont assignées, missions de communication sociale de proximité définies par la loi, et qui leur donnent accès, du coup, à un fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est l'article 80 de la loi. Cette définition de la loi sur l'audiovisuel permet, dans notre pays si particulier, d'avoir un équilibre entre de grands groupes privés, entre le service public et puis des territoires. Mais je vous coupe pour recaler ça dans l'historique, parce que à la base même, vous avez parlé des 20% de chiffre d'affaires de publicité. À la base, il n'y avait même pas ces 20%. Non, c'est l'amendement Delfaux, un sénateur de l'Hérault. On est en 86 88, qui va demander à ce que les radios associatives aient tout de même le droit de faire un peu de publicité. Et ça se comprend. Pourquoi ? Parce que nous, on fait 5% de pub. CFM Radio, vous entendez de la publicité, ça ne représente que 5% de notre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que pourquoi interdire aux commerçants de Keylus, de Lacaune, de Corde ou à l'association qui veut diffuser un message, de diffuser ce message sur son média ? On en est là. On n'a pas de régie publicitaire nationale, on ne fait pas appel à des publicités, je ne citerai pas de marque, mais de gros marketing. Donc, ce FSER, il est issu à l'époque d'un truc qui s'appelait une taxe parafiscale, c'est-à-dire on prélevait une sorte de 1% sur les bénéfices des publicités des radios et télé qui vivaient de la pub. Dans le contexte que je vous explique, qui est la loi sur l'audiovisuel, avec ces 3 grands acteurs, des acteurs qui sont de services publics et payés par, à l'époque, la redevance, maintenant l'impôt, des acteurs commerciaux. Demain. La TVA je ne sais pas, on verra. Les commerciaux qui font, c'est normal, leur business avec de la pub, et les radios non commerciales que nous sommes. Le législateur a imaginé, conçu et mis en œuvre un fonds de soutien à l'expression radiophonique. En fait, au départ, ce fonds est ce qu'on appelle un fonds de péréquation intrasecteur. Il ne coûte rien aux citoyens, il ne coûte rien au budget de l'État. Les télévisions et radios qui font de l'argent au travers de la publicité sur le bien public qu'elles ne payent pas. Le bien public, il est gratuit. C'est-à-dire comme si vous disiez à un restaurateur, vous pouvez ouvrir votre terrasse sur la place nationale ou ailleurs dans d'autres villes, c'est gratuit et on ne vous prend rien. Là, ces médias ont le droit d'exploiter le bien public à titre gracieux. Mais en contrepartie, ils devaient payer une taxe et cette taxe alimentait le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cette taxe va rester en place et alors, ce qu'il faut voir, c'est que ayant cette taxe, elle alimente un fonds et ce fonds est à l'époque
totalement indépendant du ministère de la Culture, de la Communication. Il est dirigé par des gens qui sont nommés, dont j'ai fait partie pendant 15 ans, qui sont à parité des gens des ministères, représentants de différents ministères, et puis des gens représentant les radios associatives et les régies commerciales qui payaient. Donc c'est une taxe sur la publicité, le chiffre d'affaires de la publicité diffusée par ces médias qui alimentait ce fonds. En 2009, le fonds, pour des raisons de technostructure administrative, j'utilise à dessein ce mot parce que c'est tout de même assez incroyable de voir qu'un truc qui marche bien, soi-disant pour le rendre plus efficace, on dit non, on va arrêter la taxe parafiscale, on va arrêter la commission. La commission ne sera plus indépendante, elle devient sous giron du ministère de la Culture et on budgétise le fonds, comme ça vous êtes sûr de savoir ce que vous avez tous les ans. Bon, la belle affaire, on avait un fonds, on le gérait, il n'y avait pas de perte, enfin bon. Et en 2009, ce fonds est budgétisé. Très bien. Ça ne veut pas dire grand-chose pour mes collègues. La taxe persiste. Mais la taxe persiste. Le fonds est toujours alimenté. 40 millions, c'est ça à peu près le fonds? Alors l'ensemble de ce qu'on appelle les taxes qui pèsent sur la publicité jusqu'en 2019, c'était 41,1 millions d'euros, alors que le fonds de soutien, son coût aujourd'hui en loi de finances en 2024, c'est 35,5 millions. Donc il y avait plus de rentrées d'argent. Oui, mais on alimentait aussi un petit fonds à la presse où il y avait 5 journaux, dont l'Humanité, etc. Donc ces 41 millions, il faut être honnête, n'alimentent pas que le fonds de soutien. À 90%, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Mais en tout cas, l'un balançait l'autre. Et ce que je vais vous dire est documenté, notamment par le Sénat. En 2019, au nom de la simplification administrative, mais surtout pour faire un cadeau aux régies publicitaires de TF1 et de Canal+, eh bien, les régies publicitaires de TF1 et Canal+ alimentent aussi des radios. C'est une régie publicitaire, ça fait aussi bien de la télé, de la radio, etc. Il faut tout de même le savoir. Eh bien, on a supprimé cette taxe. Donc, maintenant, ces médias commerciaux ne payent plus de taxes, mais ils ne payent pas plus le droit d'émettre sur le bien public. Et on est resté comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains, on ne nous a pas fait ce coup-là d'ailleurs, il faut le reconnaître, aurait bon dos de dire « Ah ben, vous avez eu tout l'argent que vous coûtez aux contribuables ». On ne coûtait rien. C'est ce gouvernement, enfin pas celui-là, c'est sous la présidence Macron que des Parisiens, à Bercy, une fois de plus, ont choisi de faire un cadeau fiscal à de grandes régies qui siègent là aussi à Paris, en totale ignorance de ce que nous sommes et de ce que cette taxe nous apportait. Vous écoutez CFM, c'est le mag de Montauban, mais sur l'ensemble du réseau. En fait, c'est le mag de tous les CFM aujourd'hui, en compagnie d'Hugues Devezin, président de cette radio associative, l'association Los Estoufflers, qui gère les 7 studios, 16 salariés, 200 bénévoles. Qu'est-ce que ça a comme impact, ce qu'on est en train d'évoquer, pour CFM Radio? Je vais donner des chiffres. Alors, pour les uns, ça va être peu, notamment ceux qui sont dans le milieu de la radio. Donc, je ne donnerai pas les chiffres de nos collègues de radio commerciale. Ce n'est pas le propos. Et puis, ça va paraître peut-être beaucoup pour ceux qui sont dans le monde associatif. Donc, le réseau CFM, nos 7 radios, ça représente un budget annuel d'un peu plus de 750 000 euros. Sur ces 750 000 euros, on a 57% du fonds de soutien qui proviennent du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, une coupe de 30%, ça représente 125 000. 125 000 euros à trouver dès le 1er janvier. C'est juste énorme, c'est pour nous infaisable. J'expliquerai pourquoi. On a, toujours pour être transparent, 8% à peu près de nos financements qui viennent d'autres subventions. Le conseil régional, certains contrats villes, l'Europe. On a de très gros dossiers européens que nous travaillons. Les partenariats sur les agglomérations, des choses comme ça. Les partenariats, c'est ce qu'on appelle, nous, le pool des prestations de services, puisque nous sommes certes payés par une collectivité territoriale ou une association ou un ensemble, mais contre une action fléchée, précise. Et là, on a 35% de notre budget qui relève de ces prestations de services, ce qui est tout de même assez important pour une radio associative, et ça représente, je crois, un peu plus de 200 000 euros, ce qui est tout de même vraiment important. Donc, pas d'emploi aidé? On en a un. On peut le qualifier d'emploi aidé puisqu'on a un poste en alternant, mais on avait déjà eu le premier coup de rabot il y a quelques années, puisque vous le savez, le monde associatif le sait pertinemment, l'ensemble des emplois aidés ont été quasiment supprimés, et donc nous n'avons plus d'emplois aidés, et il a fallu à l'époque se séparer de 5 collaborateurs, et du
tout le travail qu'on faisait. Je me permets, sans être péjoratif, Rémi, vous êtes salarié chez nous depuis combien de temps ? Depuis 28 ans. 28 ans, mais je crois bien que les 2 premières années, vous étiez en salarié emploi aidé, même plus, je crois, puisque c'était emploi jeune. Et donc, il faut savoir tout de même que 70% des salariés de CFM sont en fait d'anciens emplois aidés. C'est-à-dire que notre boulot de mise à l'étrier, de formation, nous l'avons fait et nous l'avons mené au bout. Plusieurs de nos salariés, j'ai oublié, vous allez dernièrement, stagiaires ou salariés d'ailleurs, sont allés travailler sur d'autres radios et ont aujourd'hui une vraie carrière. Je pensais à une stagiaire journaliste que nous avons eue l'an dernier qui est partie du côté de Limoges et dont j'ai oublié le prénom, il m'échappe là. Lucia peut-être. C'est peut-être ça. Vous le savez mieux que moi. Mais ce rôle, c'est un des rôles de notre association que le fait est d'avoir cette action sociale en direction de l'emploi. Nous ne pouvons plus le faire concrètement compte tenu de la diminution de CZ. Quand je vous posais la question de quel est l'impact sur CFM Radio, je me souviens qu'on devait embaucher 2 personnes. Là, il n'y a pas 15 jours. Elles avaient déjà... le contrat était là. Le contrat était presque signé. Ça, j'avoue que c'était compliqué parce que j'ai dû apprendre le vendredi après-midi que le lundi matin, alors qu'elles devaient prendre leur poste, on ne pouvait pas continuer. Donc, je ne pouvais pas prendre ce risque, notamment pour vous. Parce que c'était pas possible. Donc oui, le fait est, nous devions embaucher une salariée sur Cordes et une autre sur Villefranche de Rouergue. Et nous avons stoppé cette embauche parce que ça n'était pas possible. Donc, finalement, le FSER, c'est pour nous 57%, je crois, du budget global de CFM Radio. Si demain, ça passait comme ça, finalement, il y avait réellement cette coupe de 30% qui était opérée, est-ce que CFM s'arrête ? Est-ce que CFM devient une radio commerciale ? Est-ce que vous supprimez la moitié des postes ? Et voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Non, il faut être honnête, j'en sais rien. On a déjà eu cette conversation, Rémi, et on l'a eu avec toute l'équipe. On l'a pas eu à l'antenne. Non, on l'a pas eu à l'antenne. Mais j'en sais rien. Est-ce qu'on transforme ? Est-ce qu'on arrête ? Il faut tout de même voir que CFM est supporté par des bénévoles. On demandera aussi un petit peu leur avis à ces bénévoles. Mais quand je dis supporté, chaque responsable d'entreprise, parce que CFM est une entreprise, même si elle a un statut d'association, on comprendra ce que je veux dire, nous avons plusieurs centaines de milliers d'euros en crédit. Parce que tous les investissements que nous les faisons en connaissance de cause et sur des budgets. Donc il y a aussi ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Jusqu'où pouvons-nous aller ou pas sans mettre en péril ces bénévoles, dont moi-même, en termes de gestion. Et donc ça va être analysé. Est-ce qu'il faut réinventer la radio ? Est-ce que nous devons fermer des CFM parce que nous ne pourrons plus être à ce point en proximité ? Est-ce que nous devons renoncer à nos statuts de radio non commerciale ? Bon, je ne sais pas. Il faudra, si nous décidons de poursuivre, ce qui est toujours envisageable, il faudra se réinventer. Comment ? Je ne sais pas. Mais, voyez, je voudrais aussi tordre le cou à certaines petites choses. J'ai entendu régulièrement, pas là maintenant, mais régulièrement, des gens nous expliquer, mais vous n'avez qu'à devenir une radio commerciale. On peut peut-être le devenir, mais on ne rendra plus ce service sur les territoires ruraux. Quel commerce allons-nous faire à Keilus, à Cordes, à Lacaune, à Villefranche-de-Rouergue, à Cahors en termes de publicité ? Donnez-moi le chiffre d'affaires qui remplacera les montants de nos subventions du FSER. Je peux vous dire que c'est juste impossible, en tout cas à la hauteur. Pour couvrir le PETR Midi-Quercy, donc on va dire l'est du Tarn-et-Garonne, et le couvrir pour répondre à nos missions, il faut 5 émetteurs. Pour couvrir l'agglomération toulousaine, la métropole, 800 000 personnes. Donc d'un côté 40 000 personnes, de l'autre 800 000, il faut un émetteur. On a déjà pris, d'ailleurs, entre parenthèses, une énorme claque sur l'augmentation de l'électricité il y a 2 ans. Ça, c'est les effets qui se coulent se cumulent. Donc on ne peut pas transformer notre radio associative, qui est une radio de territoire, en radio commerciale du jour au lendemain. Et en tout cas, on ne pourra pas le faire à périmètre constant et à mission identique. Ce n'est pas possible. Hugues de Vezin, toutes les radios font une grande campagne. Nous-mêmes, on a demandé à nos bénévoles, à nos partenaires, à nos sympathisants, à nos auditeurs de nous envoyer des petits messages qu'on voit apparaître, qu'on diffuse petit à petit sur Facebook et Instagram et nos réseaux sociaux. Tout ça, finalement, a fait un peu de remous au niveau national. Vous avez vous-même rencontré sénateurs, députés. J'ai cru entendre qu'il y avait eu une bonne nouvelle qui s'était passée hier soir. Moi, j'appelle pas ça une bonne nouvelle. On est dans le chemin. Bon, on a une nouvelle, on nous dit le PLF, c'est moins 30%. Très bien. Les organisations représentatives se réunissent. Elles
elles ont un certain nombre de rencontres, y compris avec Madame la ministre. Nous-mêmes, sur le terrain, nous nous mobilisons. Je remercie d'ailleurs les médias, nos collègues et confrères qui sont venus dans nos studios faire des reportages. Je remercie également les députés et sénateurs qui nous ont reçus et qui nous ont répondu. Pas tous, mais on va dire 80% d'entre eux. Là, aujourd'hui, l'objet était d'obtenir dans cette loi de finances un amendement qui permette en fait de refinancer le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Il se trouve que plusieurs parlementaires et certains groupes, je ne veux pas distribuer les bons points, donc je ne vais pas vous dire qui, comment, même si on est au courant, certains groupes et certains parlementaires ont déposé cet amendement, et hier en commission culture, eh bien l'amendement est passé, ce qui fait que le PLF porte maintenant, au travers de cet amendement, une remise à niveau du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Tout le problème va être que entre la commission et le passage à l'Assemblée, tout cela reste bien en place, qu'au moment du vote à l'Assemblée, là aussi, ce soit accepté. Et vous savez à quel point en ce moment, au sein de l'Assemblée, les jeux sont bizarres, pour ne pas dire autre chose. Donc on n'est pas du tout à l'abri d'un accident, on va appeler ça comme ça. Et enfin, si malheureusement, le budget ne passait pas, vous le savez, il y aura un 49.3. Il faut donc s'assurer auprès des différents ministères et de la technostructure qui joue un rôle énorme. Quand j'appelle la technostructure, c'est les hauts fonctionnaires, pour être clair. Il faudra s'assurer que cet amendement reste dans le projet de loi de finances de façon à ce qu'il soit emporté dans le vote du 49.3. Alors, on est sur la bonne trajectoire. On va peut-être, non pas renaître de nos cendres, mais avoir à la fin gain de cause. C'est tout de même un sérieux coup de semonce. Et on est très très loin d'être sorti d'affaires, tout comme beaucoup de gens, dont certains se retrouvent, à l'exception par exemple du service public, qui lui, je répète, a 7% d'augmentation, se retrouvent parfois dans la même situation que nous. Je voudrais souligner, vous ne l'avez pas dit, mais nos radios associatives, notamment CFM, ont des missions très particulières, sont extrêmement diverses, mais elles ont aussi beaucoup d'auditeurs. Et j'ai remercié beaucoup de gens, je voulais aussi remercier les auditeurs et nos bénévoles, vous avez dit 200, mais nos auditeurs, c'est 96 000 auditeurs réguliers, mesurés par Médiamétrie, sur un bassin de population, 4 départements, qui est d'à peu près 900 000 tiers. Plus de 10% de la population déclare nous écouter régulièrement, et on a un taux de notoriété de 30%. Je pense que c'est important aussi bien pour nos auditeurs, nos bénévoles, que pour nos financeurs, de comprendre que nous faisons une radio qui laisse le temps aux gens de s'exprimer, qui permet aux politiques d'avoir un débat et qui est donc un vrai outil de démocratie locale à un moment où la démocratie, où les fake news, où les réseaux sociaux posent beaucoup de problèmes, en tout cas de soucis, eh bien cette existence n'est pas que une volonté de dire ou de parler. Elle a un écho réel dans la population. On arrive bientôt au bout de cette émission, Hugues de Vezin. Donc, la suite, ça va être quoi, là, dans les prochaines semaines ? La suite, c'est regarder si, le vote de l'Assemblée nationale sera conforme au vote de la Commission en ce qui nous concerne. Poursuivre au niveau du Sénat, on s'est déjà rapproché de plusieurs sénateurs, dont ceux qui siègent au sein de la Commission culture, là pour le coup, du Sénat. S'assurer que le Sénat soit en phase avec l'Assemblée nationale et que s'il y avait un 49.3, le gouvernement lui aussi donne un avis favorable, confirme et inscrive dans le projet de loi qui sera présenté au travers de ce 49.3 une remise à niveau. Si tout cela n'était pas fait, la mobilisation, et ça on le saura demain avec nos organisations représentatives, devra monter d'un cran. Et je vous invite à nous écouter, à regarder nos réseaux sociaux, notamment Facebook, où j'ai vu beaucoup de témoignages de nos bénévoles qui sont éloquents sur notre rôle, notre action et ce que nous sommes. Et bien nous en appellerons très certainement à la mobilisation de nos auditeurs afin de saisir qui nos parlementaires, qui les responsables, c'est-à-dire les ministres et le gouvernement, au travers de leurs visites, avec un certain nombre d'actions qui seront définies et précisées.
Merci beaucoup Hugues Devezin. Je rappelle que vous êtes le président de CFM Radio. Merci d'avoir pris le temps aussi d'expliquer ça sur les ondes de CFM, parce que nous on fait ça au quotidien quand on croise les auditeurs et les bénévoles. Et c'est vrai qu'à chaque fois il faut répéter. C'est quelque chose qui est assez compliqué finalement à comprendre pour le grand public. C'est pas compliqué, mais c'est technique. Mais ce mécanisme très technique est aussi un mécanisme extrêmement juste et il y a une chose que je n'ai pas dite et que je pourrais... alors très rapidement, parce que là il faut reste 10 savoir secondes. que le fonds de soutien à l'expression radiophonique pour nos radios n'a pas augmenté depuis l'année 2002. Donc ça n'est pas... on n'est pas riche, voilà, on n'est pas miséreux, mais on est pauvre. Merci Hugues Devezin. Voilà, cette émission, vous la réentendrez à 18h35 et à 21h30. Et bien sûr, vous la retrouverez aussi en podcast sur cfmradio.fr.